le très grand plaisir d'accueillir Benoît Baudry, professeur de génie logiciel à l'Université de Montréal. Daniela, je pensais t'avoir reconnu. Je dis, elle est plus jeune que Daniela. C'est ça, j'ai vu, tu as dit, tiens, je la connais, celle-là. J'ai dit, non, pas Daniela. Je ne te vois pas, c'est souvent, c'est pour ça. Benoît est professeur en génie logiciel à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur le génie logiciel automatisé, la diversité des logiciels et les tests de logiciels. C'est un petit jeune. Il a obtenu son doctorat en 2003 à l'Université de Rennes, en France, d'où le lien, ok, je comprends. Il a été chercheur à l'INRIA de 2000. Où à l'INRIA? Rennes. À l'INRIA de Rennes de 2004 à 2017. Et professeur KTH Royal Institute of Technology en Suède de 2017 à 2023. Et Benoît va animer, il y a un groupe informel qui essaie de se formaliser, qui s'appelle Software Engineering Montreal. I guess that's the connection, right? I'm sorry, I'm from Benoit Champagne, who's coming to Benoît? Benoit Champagne. Ok. Donc, okay. C'est notre prochain boss à nous tous. Donc, soyez gentils. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de comment fortifier la chaîne de la supply chain du logiciel. Vous avez manqué le tour de table de pas grave pour le voir. Okay. Merci beaucoup, Benoît. Ouais. Donc voilà, donc je viens d'arriver à Montréal, début janvier, à l'Université de Montréal. Donc c'est ça, moi, depuis 2004, je fais de la recherche en génie log, test, analyse de dépendance, diversité, donc beaucoup d'analyse de code, beaucoup de transfo de code, beaucoup de build, beaucoup d'humour et beaucoup de Java. On essaie de se tenir le plus loin possible de JavaScript. Fair enough. Fair enough. Mais on regarde ça quand même de très près, en particulier pour faire de l'art. Donc, je fais beaucoup d'art aussi. Et donc, on utilise beaucoup JavaScript pour faire de l'art génératif. Et donc, je précise que je fais du Genilog parce que donc, ici, il y a des gens qui font différentes sortes de choses, y compris de la sécurité, y compris de la vie privée. Le sujet dont je vais parler a des implications de sécurité. Et pourtant, il est intéressant. Et il n'a pas que des implications de sécurité. Donc voilà. Donc moi, je présente ce concept-là de ça s'appelle Software Supply Chain. Il y a probablement un mot français pour décrire ça. Mais c'est avant tout cette idée qu'on réutilise beaucoup. Donc aujourd'hui, quand on fabrique une application, on réutilise beaucoup de composants, y compris quand on fait du machine learning. Donc l'idée de Software Supply Chain, c'est que si vous écrivez une application, vous êtes chez vous, vous avez votre repo, vous écrivez pas mal de code ensemble, et vous écrivez aussi tout un tas de fichiers de conf. Donc aujourd'hui, les deux que j'ai mis là, c'est un peu déclaration de dépendance tierce, déclaration de tout l'outillage dont vous avez besoin pour build, pour test, pour package, et puis tout ce qui est infrastructure as code. Donc aujourd'hui, il y a des tas de développeurs dans le quartier là, qui écrivent du YAML au kilomètre. Et donc c'est assez troublant pour nous parce qu'en fait, quand on regarde un fichier JSON ou un fichier YAML, ça ressemble diablement à un fichier texte. Et en fait, ce qui est très dur à comprendre, c'est que ce fichier texte plus du code dans un build, dans un système de build, ça va avoir plein d'effets de bord. Et donc on écrit tout ça, on écrit tout ce qui est en rose. C'est à nous. Et ensuite, on envoie ça dans un... Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on envoie ça dans un système de build. Donc, on envoie ça en OPAM, on envoie ça en NPM, on envoie ça en Cargo, on envoie ça dans notre système de build préféré qui va aller récupérer les dépendances tierces dans un
une base de données quelque part, et puis qui va build un binaire. Et ce binaire-là, on va l'analyser statiquement, on va l'analyser dynamiquement, on va le tester, on va le documenter. Le build va fail, on va retourner écrire du rose, et puis à la fin, ça va passer, et puis on va encore rajouter un peu plus de quincaille, et on va finalement déployer en prod. Deux choses que j'essaie d'illustrer ici. La première, c'est que ici, c'est ça qui roule. Donc, c'est ça qu'on vend. Par exemple, un studio de jeu qui est ici, il vend ça. Et les développeurs du jeu, ils ont écrit le rose. Et le rose, il est là. Donc, en fait, ce qui est important de retenir dans cette image, c'est qu'il n'y a presque plus de rose, il y a beaucoup de blanc. Et donc, le blanc, c'est tout le code qui est là, qui est mis en prod, qui tourne, qui est vendu, mais qui n'est pas écrit par les développeurs initiaux. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose à retenir de cette image, c'est que donc, le blanc, c'est ce qui s'appelle la software supply chain. Donc tout le code qui est mis en prod, qui n'est pas le vôtre, plus tout le code qui a servi à mettre en prod votre code et qui n'est pas le vôtre. C'est tout ça, la software supply chain. C'est à la fois l'outillage, donc les systèmes de build, les gestionnaires de paquets, et puis tout l'environnement de prod, les dépendances, les outils de test, les outils de linter. Donc il y a beaucoup de blanc. Et la deuxième chose à retenir, c'est ça, c'est que la software supply chain, c'est pas que les dépendances tierces, donc c'est pas que des paquets NPM, même si c'est beaucoup de paquets NPM, et beaucoup de paquets Maven, et beaucoup de crate Rust, et beaucoup de tout ce qu'on aime. Mais c'est aussi tout le reste, en particulier, si on remonte là, les paquets qui sont là, ils sont eux-mêmes issus d'équipes de développement. Et certains d'entre vous étaient passionnés ce week-end par ce qui s'est passé ici, parce qu'en fait, ce qui s'est passé ce week-end, ça descendait vraiment de très très loin tout en haut, et ça redescendu jusque-là. Et le système en prod, c'était des distributions Linux. Donc, je n'ai pas mis en place cette stratégie depuis 2 ans. Parce qu'en fait, coup de peau, pour moi, ou pas coup de peau, toutes les semaines, c'est pareil. Donc, en fait, à peu près, ou en tout cas une fois par mois, il y a une grande histoire de software supply chain attack. Et donc, celle de ce week-end a fait particulièrement de bruit, mais il y en a eu quand même quelques-unes dans les dernières années. Donc, c'est ça le principe de la software supply chain. Le principe de la software supply chain, c'est qu'aujourd'hui, quand on met en prod une application, on a écrit un peu de code, on a écrit un peu de fichiers de conf, et on déploie beaucoup de code, et on a utilisé beaucoup d'outils qui ne sont pas les nôtres. Ce qui est à la fois une très bonne nouvelle d'un point de vue génie logiciel, parce que depuis très longtemps, quand Dalila et moi, on était petits, et Yann Gaël aussi, on nous a appris qu'il fallait faire de la réutilisation, et on ne le faisait pas, parce que ce n'était pas pratique. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, je regarde ici les jeunes gens ici présents, donc tout le monde NPM build, tout le monde NPM install, tout le monde Maven test, et c'est très bien. Donc, tout le monde réutilise, ce qui est une très bonne chose, mais qui vient à l'échelle où c'est fait aujourd'hui, et avec les quelques acteurs un peu malicieux qui sont autour de nous, ça pose quelques problèmes. Donc juste pour essayer de rendre ces choses-là un peu concrètes, pour les quelques personnes ici qui n'ont pas forcément une expérience première main avec ça, je vais essayer de faire une expérience pour vous donner un petit peu l'idée. Donc l'idée, c'est que ici, on a une équipe de développement. L'équipe de développement qui va m'intéresser, c'est celle d'un truc qui s'appelle OpenZeppelin. Donc ici, dans les quelques sujets qui ont été évoqués, personne n'a parlé de crypto. Quelqu'un fait de la crypto? La crypto-monnaie, blockchain. Personne ne fait ça. Donc, aujourd'hui, dans le monde de blockchain et dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde qui tourne autour de ça, il y a quelque chose qui s'appelle des smart contracts.
Donc, les smart contracts, c'est des programmes qui permettent de gérer des transactions sur la blockchain. Et OpenZeppelin, c'est un environnement très connu pour faire ce genre de choses. Donc, les développeurs de OpenZeppelin, ils écrivent du code. Il y a 33 minutes, il y a quelqu'un qui a mis un commit. C'est beaucoup de JavaScript. C'est beaucoup de Solidity. Donc, Solidity, c'est le langage de programmation pour écrire des smart contracts, en tout cas le plus utilisé. Donc, on part de là. OK. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va git clone ce truc-là. Donc là, je télécharge tout ça. Donc, je télécharge le rose. OK. La partie rose qui était là-bas. Donc, je télécharge du code source et je télécharge des fichiers de configuration que je vais chercher sur une plateforme qui s'appelle GitHub, qui est une plateforme de distribution de code open source. Je vais dans le truc et puis qu'est-ce que je fais ici? Je regarde le fichier de configuration qui s'appelle package.json. Donc package.json, c'est un fichier de configuration pour des projets en JavaScript, parce qu'il y a quand même des gens qui font du JavaScript au kilomètre. Et dans ce fichier-là, ce que les gens font, c'est que donc, les développeurs d'OpenZeppelin, ils déclarent des tas de choses. Donc, ils déclarent des choses sur la version courante, le nom du projet. Et puis, ce qui nous intéresse ici, en termes de software supply chain, c'est qu'ils déclarent des dépendances. Donc, ils déclarent pour OpenZeppelin, pour qu'OpenZeppelin compile et s'exécute correctement, il faut tout le code qu'on a écrit, plus le code de tous ces trucs-là. OK. Donc là-dedans, il y a des trucs assez standards. Hein. Il faut des lignes de commande, et puis il faut du Solidity, et puis il faut un truc pour gérer les arguments dans la ligne de commande. Bien sûr, il faut un paquet JavaScript pour faire ça, parce que quand même, voilà. Et puis il faut la version 17 ou plus. OK. Donc juste pour être un petit peu, si on regarde ça d'un peu plus près, donc il y a là-dedans, là c'est une. Si on regarde dans le package.json, des dev dependencies, il y en a 35. Nos collègues ici qui s'intéressent à JavaScript vous diront que ça ne devrait pas être toutes des dev dependencies, mais ce n'est pas grave. Il y en a 35, OK? Donc maintenant, la chose suivante qu'on fait, si on veut exécuter OpenZeppelin, ce que je ne vais pas faire, mais je vais au moins build OpenZeppelin, je vais npm install. Qui a déjà npm install dans sa vie? Voilà, donc la moitié de la salle a déjà npm install. C'est spectaculaire. L'autre moitié de la salle va assister au spectacle en live. Donc npm install, qu'est-ce que ça fait? Ça lit le package.json et ça va sur Internet chercher les paquets qui sont déclarés dans le package.json. Okay. Et maintenant, si je fais... Le no severity vulnerability, c'est bien ça. Ouais, tu vois, tout va bien. Vraiment, mon PC est vraiment tranquille. Et si je fais npm list, voilà. Donc npm list, ça me donne la liste des dépendances qui sont donc la liste des paquets. Donc ici, chaque ligne là, c'est un paquet. Donc c'est un paquet de code avec aussi un peu de JSON. Et donc on est parti des développeurs d'OpenZeppelin qui commitent tout le temps, qui ont écrit un fichier package.json dans lequel ils disent nous on a besoin de 35 paquets supplémentaires pour que tout fonctionne correctement. On a npm install et au lieu de 35, on en a téléchargé plein. Donc tous ces trucs-là. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les développeurs d'OpenZeppelin, ils ont dit on a besoin d'un outil pour analyser un AST de Solidity. Ça paraît assez normal pour un outil qui fait des smart contracts. Mais en fait, eux, ils ont besoin de Solidity.ast et les développeurs de Solidity AST, ils ont dit bah ouais, mais nous, on a aussi besoin de gérer des tableaux et puis on a besoin de définir des properties et puis on a besoin de ça et on a besoin de ça. Et donc, si on va directement à la fin et qu'on regarde combien on a de trucs là-dedans, donc combien on a. Okay, oui. Qu'est-ce que j'ai fait?
La chance, faut se mettre moins JSON dans le TMP. C'est ça. Il faut format JSON. C'est juste cette réunion qui manque. OK. Donc, là-dedans, là, cette liste, elle comprend 771 paquets uniques. Donc, les développeurs d'Open Zeppelin, ils écrivent du code qui est important pour les gens qui font de la crypto et qui font des smart contracts. C'est vraiment la librairie la plus utilisée pour faire des smart contracts. Donc, c'est quand même une librairie importante du point de vue économique et d'un point de vue de sécurité. Et ils disent, on a besoin de 35 paquets supplémentaires pour build. Et en fait, quand on build, on ne tire pas juste 35 paquets supplémentaires, on en tire 771. Pour passer de 35 à 771, donc on voit bien, c'est quand même un ordre de grandeur supplémentaire. Et donc, voilà. Donc il y a vraiment cette masse de code dont on a besoin, en plus du code qu'on écrit nous-mêmes. Et donc ça, si je reviens sur ma figure de tout à l'heure, c'est juste cette partie qui est là. OK ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de ça. Donc, ça, c'est Open Zeppelin. J'ai git clone ça. J'ai build et j'ai commencé à fabriquer ce binaire-là. Donc, j'ai commencé à fabriquer ce monde-là. Et donc, ici, on voit que le rose, c'est 1 et que le reste, ici, c'est 771. Pas nécessairement en taille, mais en termes de nombre de gens qui ont contribué, méthode de développement, durée du projet, enfin voilà. C'est 771 différents projets, différentes équipes, différentes sources qui sont mis là-dedans. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce rapport-là de 1 à 10, 1 à 20, voire 1 à beaucoup plus, ici, on est sur plutôt du 1 à 200, c'est un rapport normal. Et ce que ça veut dire, c'est que les gens qui écrivent ça, quand ils écrivent leur package.json, c'est très, très difficile de savoir ce qui va vraiment arriver là-dedans. En particulier parce que si on revient sur le diagramme ici, eux, ils déclarent Solidity Docgen, et en fait, Solidity Docgen dépend de quelque chose, qui dépend encore de quelque chose, qui dépend encore de super urgent pour faire des smart contracts, on a besoin des emojis. Parce que c'est super important d'avoir des emojis, et non seulement d'avoir des emojis, mais on a besoin de faire des expressions régulières sur les emojis. Et comme on a besoin de faire des expressions régulières sur les emojis, on a besoin d'avoir un paquet JavaScript qui fait ça. Et donc, probablement que de Open Zeppelin ne sont pas tous au courant de la dépendance d'emojis qui se retrouvent dans leur code. Donc, c'est comme ça. C'est à la fois spectaculaire, c'est à la fois une bonne nouvelle d'un point de vue de la réutilisation, de la modularité, et c'est aussi potentiellement quelques nouveaux problèmes. Donc, ces nouveaux problèmes, il y en a plein. Donc, il y en a eu un ce week-end. Un bout de temps qu'on entend parler de ça. Je vous en parle, c'est le cas de ce week-end. Il y a quelques années, on a beaucoup entendu parler d'un événement autour d'une dépendance qui s'appelle EventStream. Donc, EventStream, c'était un paquet, pareil, très très loin dans la chaîne de dépendance d'un crypto wallet. Donc, les gens qui ont des crypto-monnaies ont un crypto porte-monnaie pour tenir ces crypto-monnaies. Et quelque part, très loin dans la chaîne de dépendance de ce crypto porte-monnaie, il y avait une dépendance qui s'appelle EventStream. Quelqu'un a réussi à mettre sur NPM une version vérolée de EventStream, et à un moment donné, ça s'est propagé, et donc il a réussi à voler toutes les cryptos. Log4Shell, on en a beaucoup entendu parler il y a 2 ans, décembre 2021. Et une des plus récentes, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, c'est à l'automne dernier. Donc, Dependabot, si vous
développez du logiciel et que vous avez plein de dépendances comme ça, aujourd'hui, c'est 771 dépendances, vous ne les connaissez pas, vous ne les connaîtrez jamais, mais par contre, vous avez quand même être un petit peu, vous avez envie d'être un petit peu au courant de ce qui se passe. Donc, il y a des bots, donc des programmes qui viennent les analyser et qui viennent analyser vos dépendances, qui analysent les bases de données de vulnérabilité, qui vont vous dire « Ah, attention, il faut mettre à jour votre librairie d'expression régulière d'emoji ». Un de ces bots qui est très connu, il s'appelle Dependabot. Il est très connu parce qu'il a été racheté par GitHub en 2018, je crois. Et donc, Dependabot, c'est un programme automatique qui va venir vous faire des suggestions sur GitHub sous la forme de pull request qui va vous dire « Attention, dans votre package.json, changez la version de votre dépendance ». Il y a plusieurs stratégies. Il y a plein d'entre nous qui vont ignorer ça. Il y a plein d'entre nous qui vont accepter la pull request aveuglément. Il y en a quelques-uns qui vont regarder à peu près ce qui se passe. En 2023, quelqu'un de très malin et aussi de très malicieux a réussi à faire en sorte de soumettre des fausses contributions Dependabot. Et donc, tout le problème, un des grands problèmes de cette software supply chain, c'est de savoir à qui on fait confiance. Dependabot, on a plutôt confiance dans Microsoft. On a plutôt confiance dans GitHub, qui est possession de Microsoft. Et donc, on a plutôt confiance dans Dependabot. Et donc là, il y a des gens qui ont réussi à inonder GitHub de fausses pull requests Dependabot. Et donc, à faire en sorte que, quand vous mettez à jour vos dépendances, vous tirez une version vérolée de cette dépendance. Donc ça, c'est des événements dont on a entendu parler pas mal, y compris dans la presse généraliste, qui ont touché des dépendances. Donc vous écrivez un package.json, dedans, il y a des dépendances, et ici, il y a des gens qui ont réussi à vous faire tirer, au moment de npm install, des versions de dépendances qui sont vérolées. Plus dur, plus sophistiqué et potentiellement plus dévastatrice, on y a eu des histoires qui ont consisté à infecter le système de build. Donc, quand je fais npm install, je n'installe pas une dépendance vérolée, c'est juste npm lui-même est vérolé. Ce n'est pas forcément npm, ça peut être le système de build. Donc, ça peut être, par exemple, dans PyTorch, ici, c'était des GitHub Actions qui étaient attaqués. L'histoire très connue, c'est l'histoire de SolarWinds. SolarWinds, c'est une histoire qui commence à dater. Décembre 2020, tout le monde en parle encore. Pour plusieurs raisons. Donc, on en a beaucoup parlé à l'époque parce que SolarWinds, c'est une société américaine qui fabrique un outil, qui fabrique plein d'outils logiciels, mais dont un outil qui s'appelle Orion. Orion, c'est un système de monitoring, je ne sais pas comment dire, de monitoring de réseau. C'est une solution que vous installez ici à l'UQAM, que Microsoft installe dans ses bureaux, et donc c'est une solution qui fait de la détection d'intrusion, qui vient vérifier que tout se passe bien dans le réseau. SolarWinds développe cet outil Orion, et parmi les clients de SolarWinds, il y a toute l'administration américaine et toutes les Fortune 500 américaines. Donc, ils vendent la solution de monitoring réseau à des tas de gens qui ont beaucoup de secrets très importants sur leur réseau. C'est pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler, parce que SolarWinds a subi une attaque de sa software supply chain qui s'est propagée dans Orion et qui s'est propagée jusqu'à Orion mis en prod chez les clients. Donc au moment où toute l'administration a mis à jour Orion, ce qui est bien, il faut mettre à jour, mais au moment où ils ont mis à jour avec une version vérolée, et du coup, cette version vérolée, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait fuiter tout ce qui passait sur le réseau. Et forcément, sur ces réseaux-là, il y a des tas de choses importantes qui passent. Quand on a regardé un peu la manière dont ça s'est passé, l'attaque sur Orion, elle s'est passée vraiment ici. C'est-à-dire que le système de build, il y a tout un tas de trucs. On ne sait pas ce que c'était, mais c'était très probablement Jenkins. Ça faisait des tas de trucs.
et à la fin, ça produisait un binaire. Et juste avant de produire un binaire, il y avait une attaque qui consistait à venir injecter le virus. Donc, c'était vraiment une attaque sur le système de build pour qu'à la fin du build, on vienne injecter le virus. Donc ça, c'était une attaque pas en venant par ici, mais vraiment en allant ici. Cette attaque-là, elle est sophistiquée parce que déjà, il faut avoir accès au système de build. Il y avait du social engineering, comme ce week-end. Mais cette fois-ci, c'était du social engineering chez SolarWinds, donc il a fallu soudoyer ou convaincre quelqu'un de donner des accès au système de build. Et il a fallu faire ça de manière suffisamment discrète pour que pendant des mois, ça build un binaire vérolé sans que personne ne s'en rende compte. Parce qu'à la fin, quand ils ont fait l'analyse post-attaque, ils se sont rendus compte que ça faisait très longtemps que les gens qui savaient faire ça avaient commencé à faire des prototypes. Voilà. Donc ça, c'est attaque sur le système de build. Donc on peut poser des problèmes dans les dépendances, dans le système de build. PyTorch, vous en avez peut-être entendu parler, ça date du tout début de cette année. Donc c'est des gens qui ont montré que GitHub Action, qui est un autre système pour build un binaire. Donc GitHub Action, vous pouvez héberger vos GitHub Action chez Microsoft. Vous pouvez aussi avoir des GitHub Action qui roulent en local, et ce qui est le cas de PyTorch. Et les GitHub Action qui roulent en local sont beaucoup moins bien protégés que les GitHub Action qui roulent sur le réseau. Et donc, ce que cet article démontre, qu'il y a des gens... Vous avez entendu parler de ça? Je regarde nos amis de la sécurité devant, là, ou nos amis du machine learning derrière. Donc voilà, donc c'est... Le concept, c'est ça, c'est self-hosted runner. Donc c'est des GitHub Action qui roulent en local. Et donc, ça, c'est un post qui est écrit par des gens qui ont fait cette preuve de concept d'aller d'aller soumettre une pull request sur la GitHub Action qui va donner un accès en exécution, un remote accès en exécution. Et donc, ils font cette preuve de concept sur PyTorch. Donc, à nouveau, c'est un problème parce que PyTorch, ça fait partie de la supply chain de plein de gens, y compris de plein de gens qui font du machine learning. Et de plein de gens qui ont des données sensibles, qui ont des secrets. Ça rejoint les problèmes aussi de privacy. Mais à nouveau, ici, c'est vraiment le point de départ, c'est un mécanisme pur génie logiciel. On a du code, on a des dépendances, on a des scripts, on a du test, on a des outils d'analyse, et on veut que tout ça, ça roule automatiquement à chaque commit. Et donc, les GitHub Actions, ça sert à ça. Les GitHub Actions, c'est bien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est juste faire des GitHub Actions qui sont bien protégés de ce type d'attaque. Et le troisième endroit qui peut poser problème, donc là, je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent poser dans le repo, qui peuvent aller ici, faire en sorte que ce paquet-là, qui est ensuite mis dans le repo, est vérolé. Il y a des gens qui viennent attaquer directement par le système de build. Et puis, il y a des gens qui viennent attaquer le gestionnaire de paquets. Donc, NPM, Cargo, Maven Central. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un gestionnaire de paquets? Donc, on peut, au lieu de se dire, on va repérer un paquet qui est utilisé par plein de gens et on va essayer d'injecter un bug dedans, on peut aussi dire, en fait, un package.json, c'est écrit à la main. Et quand moi et plein d'autres gens, comme dans cette salle, on a plutôt tendance à inverser les caractères. Et donc, on écrit quasiment le bon nom de paquet, mais pas vraiment exactement le bon nom. C'est connu dans les URL, donc ça s'appelle typo squatting. Il y a aussi des gens qui font ça dans des gestionnaires de paquets, donc qui mettent sur PyPy des paquets qui n'existent pas, mais dont le nom ressemble à un paquet qui existe. Et donc, si jamais vous déclarez une dépendance vers ce paquet qui n'existe pas, vous allez le tirer et il va être déroulé. Et ça marche plutôt bien
À nouveau, en 2020, donc il y a à peu près un an, printemps 2023, il y a eu un gros amas de faux paquets Python. Et pourquoi est-ce que quelqu'un s'intéresse à PyPy? C'est parce que Python, aujourd'hui, c'est massivement utilisé pour le machine learning. Et donc voilà. Donc, il y avait un vrai intérêt à aller mettre des faux paquets Python qui viennent verrouiller des pipelines de machine learning et qui viennent verrouiller des pipelines de crypto-monnaie. Et sinon, il y a une autre attaque connue et qu'on a regardé d'un peu plus près parce que c'est en Java. Minecraft, c'est en Java. Donc Minecraft, c'est un jeu vidéo. Et dans les jeux vidéo, il n'y a pas des dépendances, il y a des modes. Donc un mode, c'est une espèce de plugin pour augmenter les fonctionnalités du jeu. Et donc Minecraft est connu comme étant un jeu dans lequel il y a plein de modes. Et les joueurs adorent ça parce que du coup, ils peuvent spécialiser le jeu. Et à nouveau, ici, il y a des gens qui ont, avec des intentions malicieuses, qui ont publié sur le gestionnaire de modes des modes malicieux. Et donc, qu'est-ce qui est récupéré avec ça? Donc, qu'est-ce qu'on récupère chez un joueur de Minecraft? On récupère des mots de passe et puis souvent on récupère aussi de la crypto-monnaie parce que voilà. La crypto-monnaie, c'est toujours la crypto-monnaie. Quelqu'un fait un service, c'est la crypto-monnaie. C'est pas toujours la crypto-monnaie. Donc, dans le cas donc ce week-end, c'était pas de la crypto-monnaie. Dans le cas de SolarWinds, c'était pas non plus de la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, donc, c'est à la fois embêtant, parce que si on en a et qu'on la perd, c'est embêtant. Quand c'est pas de la crypto-monnaie, c'est souvent plus grave que de voler de la crypto-monnaie. Donc, voilà, je vous ai parlé d'une bonne nouvelle. Maintenant, on construit du logiciel en faisant de la réutilisation massive. Bonne nouvelle. Les gestionnaires de paquets, ça marche. Bonne nouvelle pour certains d'entre nous, les logiciels, tout le logiciel, y compris tout le logiciel propriétaire, est massivement constitué d'open source. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les moins bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des gens qui abusent de ça pour créer des problèmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce que l'industrie du logiciel fait? Qu'est-ce que les gouvernements essaient de faire? Et qu'est-ce que les chercheurs font? Donc, ils font plusieurs choses. La première chose qu'ils essaient de faire, c'est d'avoir une liste complète de tout le blanc qui finit dans le binaire à la fin. Donc, on écrit du rose, et à la fin, on déploie un binaire. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Aujourd'hui, c'est un peu difficile à croire, mais personne n'est capable de dire ce qu'il y a dedans. Et c'est un problème, parce que du coup, quand il y a une attaque comme ce week-end, sur un paquet, si on savait énumérer toutes les applications dans lesquelles ce paquet est présent, alors on connaît la liste exhaustive de toutes les applications qu'on a besoin de mettre à jour. Aujourd'hui, si on prend une application, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on ne sait pas si le problème qui vient d'apparaître ce week-end est là ou pas. Donc ça, c'est un problème. La liste, si on devait l'écrire, elle s'appellerait Software Bill of Materials. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Ça fait beaucoup parler de soi, ce concept de Software Bill of Materials, SBOM. Ça fait beaucoup parler de soi parce que un des tout premiers ordres exécutifs en 2021 de Biden, ça a été de dire tous les contracteurs, tous les sous-traitants du gouvernement américain doivent fournir un Software Bill of Materials. Donc, si vous vendez du logiciel au gouvernement américain, vous devez aussi fournir la liste des ingrédients qui sont dedans. Et donc, ça pose des tas de problèmes parce que, un, personne ne sait construire cette liste. Et deux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de dire ce qu'ils ont mis dedans. Ça pose des tas de problèmes. Nous, c'est plutôt la première question à laquelle on s'intéresse, qui est, étant donné du logiciel, est-ce qu'on est capable d'énumérer la liste des paquets qui vont finir dedans? Donc, c'est quelque chose comme le package.json étendu de tout à l'heure, mais avec potentiellement d'autres choses. Par exemple, les outils de test qui ont été utilisés,
potentiellement le runtime, la version exacte du runtime, potentiellement les conteneurs Docker. Voilà. Donc, ça dépend où est-ce qu'on fabrique ce SBOM. Mais il y a plein de choses dedans. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils. Donc, si vous allez voir, il y a plein d'outils indépendants. Il y a tous les gros, Microsoft, GitHub, Amazon, Google ont leurs propres outils. Et si tu fais du benchmark en JavaScript, tu vas voir que pour OpenZeppelin, tu vas avoir autant de SBOM différents que d'outils différents. Et pour deux raisons. Un, c'est parce que récupérer la liste exacte des ingrédients qui vont dedans, c'est pas juste connaître la liste des dépendances, mais c'est aussi connaître le fonctionnement de NPM. NPM, au moment où tu fais NPM install, il fait des choix. En particulier, on a vu tout à l'heure dans le package.json, on laisse la version à la discrétion du système de build. Et la manière dont la version exacte est choisie, ça change au cours du temps. En Maven, on a aussi ce problème-là, qui est si on a deux fois la même dépendance dans notre arbre de dépendance, avec deux versions différentes, pas avec deux versions différentes, laquelle finit et sur le ClassPass à la fin, pas super clair. Donc aujourd'hui, c'est pas simple de faire SBOM. Ouais. Mais je suis curieux, il n'y a pas aussi un enjeu aussi du fait qu'il y a souvent des sources autorisées centrales pour les repos, mais ce n'est pas nécessairement eux qui sont utilisés pour les builds. C'est très courant en entreprise souvent d'avoir une version locale de Maven dans laquelle il y a leur propre package maison, plus le upstream de Maven principal. Fait que ton build peut aussi changer tout dépendant de quelle source Maven tu utilises. Exactement. Ouais. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est difficile. Donc, si on demande à quelqu'un, Joe Biden lui-même, je suis très surpris qu'on ne soit pas capable de faire ça. Et en fait, toi et moi, on est capable de lui expliquer que ouais, mais en fait, tu comprends, c'est vachement compliqué le logiciel et vraiment dans la vraie vie, ça ne devrait pas être comme ça. Donc c'est effectivement compliqué. Donc nous, on a fait ce travail-là en Java. Il y a des gens qui font ce travail-là dans plein d'écosystèmes. Quand on dit plein d'écosystèmes, les gens regardent quand même massivement Python, JavaScript et Java. Le monde dans lequel ça marche très bien, c'est le monde de Go, parce que le monde de Go, c'est le monde de Google, et c'est un monde plutôt fermé. Et le gars qui a fait Go, il s'appelle Russ Cox, et il est très très fort, et il adore ce genre de choses, donc il a fait les choses plutôt bien. Mais à nouveau, c'est un cas exceptionnel, parce que Go, c'est un monde plutôt clos, et c'est utilisé chez Google. Google a le contrôle parfait sur tout ce qu'ils font. Mais sinon, en général, c'est assez dur d'avoir le SBOM. Oui, là, j'essaie de comprendre. Okay. La difficulté de générer le SBOM, je comprends qu'à partir des fichiers de configuration, c'est compliqué, parce qu'après, il y a l'outil qui va les... Mais si j'ai le binaire, est-ce que c'est compliqué de savoir ce qu'il y a dedans? Donc, si tu as le binaire, ça dépend des langages, mais il y a quand même plein de langages où par exemple, en Java, quand tu as un gros jar qui sort de Maven Test, tu perds le lien avec. Tu peux le refabriquer, mais tu perds le lien avec les dépendances. Et en particulier, ce qui est dur, c'est de savoir quelle est la version exacte de la dépendance qui a été dedans. En JavaScript, c'est pas pareil parce que tu n'as pas vraiment de binaire. Mais non, la difficulté, c'est que tu as ce fichier de configuration, tu as les différents repos dans lesquels les dépendances sont placées, tu as ton code source et tu as le système de build. Et en fait, tout ça, ça vient interagir de manière théoriquement déterministe, mais très, très mal documentée et surtout qui évolue souvent. Si l'outil, si toi tu demandes version 15 et l'outil prend la version la plus récente supérieure à 15, exactement. C'est aussi l'endroit où c'est utilisé, parce que en entreprise, ça c'est souvent finir dans des containers. Le container lui-même, il va aller chercher, il va chercher à sa propre manière. Et à la fin, au final, c'est genre un fatras impossible en entreprise d'aller trouver exactement quelles sont les sources pour un logiciel. Parce qu'avec l'infrastructure as code, il y a aussi d'autres choses qui viennent en jeu. Exactement. Et donc en JavaScript, il y a des bundlers qui vont venir tricher ça, qui vont venir tripatouiller ça, qui vont enlever du code, qui vont remplacer du code. Il y a du code qui va être chargé à la volée. Est-ce que tu le comptes dans ton SBOM ou pas? En Java, c'est pareil. Tu peux très bien charger des classes à l'exécution. Donc, est-ce que ça fait partie du SBOM?
Donc, le log4shell, par exemple, c'était ça. Hein. C'était un paquet qui était chargé à l'exécution. Donc, si tu faisais le SBOM au moment du build, il n'y avait pas de problème. Donc, ça serait bien d'avoir ça, et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Deuxième chose que les gens font, donc j'en ai parlé tout à l'heure, Dependabot, donc faire de la mise à jour automatique de dépendance. Être à jour, c'est quand même plutôt une bonne idée en général, et à nouveau, être à jour, c'est pas si simple que ça. Parce que donc, si on prend le contexte, un contexte corporate de développement, à chaque fois que Dependabot envoie une alerte, il faut que quelqu'un ouvre le ticket, explique pourquoi il a mis à jour, quel est l'impact de la mise à jour. Si la personne ne met pas à jour, il faut expliquer pourquoi on ne met pas à jour. Et des tickets comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines par jour. Donc il y a une vraie fatigue autour de ça. Il y a des vrais faux positifs parce qu'en fait, il y a des tas de dépendances qu'il faut mettre à jour qui ne servent à rien. Enfin, voilà. Mais les gens travaillent là-dessus. Et avoir des systèmes de mise à jour automatique sans trop de faux positifs, ça serait vraiment une bonne nouvelle. Une autre technique, cette fois-ci un peu plus sophistiquée, mais dont beaucoup de gens rêvent, c'est d'avoir des builds qui sont reproductibles. Parce qu'aujourd'hui, donc je vous ai parlé d'un build, donc on npm install, on a quelque chose à la fin. J'avais un tas de code sur mon ordi. Si je fais npm install une deuxième fois, dans un autre répertoire, je vais avoir 2 paquets de code et en fait, ça ne va pas être exactement la même chose. Pour plein de raisons. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, déjà par exemple, les systèmes de build, ils vont chercher des paquets sur le réseau. Et donc, la manière dont ils viennent les mettre sur le ClassPath dans le cas de Maven ou sur le disque, dans le cas de npm install, c'est pas très déterministe. Les systèmes de build, ils peuvent être multithreadés, donc c'est pareil, il va y avoir de l'indéterminisme dans l'ordre dans lequel les opérations sont faites. Souvent, dans le build, on va avoir des fichiers temporaires qui sont nommés avec des noms qui dépendent du temps. Donc, ces fichiers-là, ils vont changer de nom à chaque fois qu'on build. Il y a des eurodatages partout. Il y a des variables qui sont aléatoires. Il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau du build qui font que obtenir 2 fois le même binaire, bit pour bit, à la fin de 2 builds consécutifs sur exactement la même version du code et exactement le même fichier conf, aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, c'est très difficile pour les projets qu'on développe, qui sont importants, mais qui ont un impact sur le monde modeste. C'est très difficile aussi pour les projets qui ont un gros impact sur le monde, par exemple le noyau Linux. Où donc les 2 organisations qui publiquement annoncent qu'ils font de très très gros efforts pour faire ça, c'est la communauté Linux, donc le noyau Linux, Debian, ici nos amis d'origine de la France reconnaîtront notre collègue Stefano Zacchiroli, originaire d'Italie, mais qui vraiment habite à Paris et adore Paris. Et donc, il travaille beaucoup avec Chris Lamb. Et donc, Stefano Zacchiroli et Chris Lamb, c'est vraiment leur obsession. C'est avoir Debian reproductible, des paquets Debian reproductibles. Donc, ils ont écrit cet article qui est très bien. Et Chris Lamb, aujourd'hui, il anime une communauté, reproduciblebuilds.org, sur laquelle c'est une communauté très active qui vraiment prend à cœur d'avoir des paquets un peu importants pour la société qui build de manière reproductible. Pourquoi c'est important d'avoir des paquets qui build de manière reproductible? C'est parce que si on a une attaque sur notre système de build, si quelqu'un vient corrompre le système de build, alors c'est à ce moment-là qu'on peut s'en rendre compte. Si je build une fois, je sauvegarde le hash de mon binaire, je le rebuild une deuxième fois et je n'obtiens pas le même résultat, c'est qu'il s'est passé quelque chose de louche là-dedans. Et a priori, jusqu'à présent, les attaques sur le système de build ne sont pas reproductibles. Donc on est capable de les... D'un point de vue théorique, la personne qui a posé les bases de ce type d'attaque, son nom m'échappe maintenant, mais c'était en 1984, le gagnant du Turing Award, qui a fait cette lecture célèbre qui s'appelait Trusting Trust. Donc pour nos amis de la sécurité,
Vous connaissez cet article, mais donc en 1984, Ken Thompson démontre qu'il est capable, il est possible d'injecter un cheval de Troie dans GCC et que GCC, c'est un compilateur qui se reproduit lui-même. Et donc, à partir du moment où le cheval de Troie est dans GCC, c'est absolument impossible de déterminer que GCC est corrompu. Et malgré tout, tous les binaires qui vont sortir de ce GCC corrompu vont être corrompus. L'attaque va être mise là-dedans. Donc, il fait cette démonstration au cours de sa Turing Lecture en 1984. Et encore aujourd'hui, ça reste un problème. Et ça reste un problème plus dur qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas GCC, c'est GCC plus tout un tas de spectacles autour des dépenses. Donc, des builds reproductibles, les gens travaillent là-dessus. Et une autre chose sur laquelle les gens travaillent, y compris nous, c'est enlever le bloat. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on est passé de 35 à 771 dépendances. Peut-être que la librairie d'expression régulière sur les emojis n'est pas absolument nécessaire pour OpenZeppelin. C'est-à-dire que peut-être que si on l'enlevait, ça marcherait quand même. Et si on l'enlevait, l'avantage, c'est que quelqu'un qui vient attaquer la librairie d'expression régulière sur les emojis ne serait pas capable d'attaquer OpenZeppelin. Ça voudrait dire que s'il faut mettre à jour cette librairie d'expression régulière, Dependabot ne viendrait pas nous dire « mets à jour cette librairie d'expression régulière » parce qu'on l'enlève. Donc, on sait qu'il y a des tas de paquets dans les arbres de dépendance qui sont inutiles, autrement appelés bloated dependencies. Aujourd'hui, un package.json, un pom.xml, un cargo.toml, c'est plutôt des fichiers dans lesquels on écrit seulement. Il y a très peu d'outils, il y a très peu d'aide pour nettoyer un fichier de conf. Et donc, on se retrouve avec plein de dépendances inutiles qui sont des cibles parfaites pour ce genre d'attaque. Et donc, une manière possible de gérer ça, c'est d'enlever ces dépendances inutiles, et tant qu'à faire, de les trouver automatiquement et de les enlever automatiquement. Donc ça, c'est tout le travail autour de debloating, qui est pareil, une technique ou une série de travaux qui sont publiés à la fois dans la sécurité et dans le génie logiciel, parce que c'est beaucoup d'analyse de code, beaucoup de transfo de code. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse du code, du bytecode Java, et on transforme du pom.xml. On vient enlever des dépendances là-dedans. C'est très GL, mais c'est aussi très sécurité, parce que finalement, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à deux choses. D'un point de vue GL, ça sert à limiter l'effort de maintenance. Si Commons Codec n'est pas là, alors Dependabot ne viendra jamais nous dire de le mettre à jour. Donc ça nous sauve. Et d'un point de vue sécurité, ça permet d'éviter tous les problèmes qui seraient liés à Commons Codec. Donc voilà. Donc ce que je vous ai raconté, c'est qu'il existe ce concept de software supply chain. C'est l'idée que quand on fabrique un logiciel aujourd'hui, on écrit du code et on se retrouve avec plein de code qui n'est pas à nous, à la fois dans le binaire, mais aussi à la fois dans les outils qui analysent ce code. Software supply chain, c'est une bonne idée. C'est bien de réutiliser des outils. C'est bien de réutiliser des paquets qui ne sont pas écrits par nous, mais ça pose quelques risques. Et il y a des gens à travers le monde, dans l'industrie logicielle et dans les labos de recherche, qui s'intéressent à rendre ça un peu plus sûr. Quelques références. Et ce travail-là, je vais continuer à le faire ici à Montréal. Et pour l'instant, je continue beaucoup à le faire avec mes collègues de Stockholm dans le cadre de ce projet qui s'appelle Chains. Merci. Question? Ce qui est bien, c'est concerne les SBOM. Même si la construction de SBOM a été faite, disons, de façon correcte, ça n'empêche pas, c'est-à-dire le fait de faire des software supply chain attaques. J'imagine par exemple aussi, si on va modifier une dépendance par exemple, SBOM peut être modifié de la même façon par l'attaque, n'est-ce pas? Exactement. SBOM, à quoi ça servirait dans le cadre d'une software supply chain attack? Ça servirait à dire, ce week-end, il y a une attaque sur un paquet. Je suis de garde dans ma boîte. Est-ce que quelques-uns de mes binaires dépendent de ce paquet? Ça sert à ça.
si je savais ce qu'il y a dans mon code, alors en cas d'attaque, je saurais si je suis concerné ou pas. Aujourd'hui, s'il y a une attaque sur du code, ben, on ne sait pas qui est concerné, parce qu'on n'a pas de SBOM. Similaire à ce qui est fait par des vendors. Dependabot, il ignore complètement le SBOM. Dependabot, il regarde ton package.json. Donc, si on revient à l'exemple de tout à l'heure, 35 dépendances qui sont dans package.json, 771 qui sont effectivement mises dans le build. Dependabot, il regarde les 35, il ne regarde pas les 771. Dans le SBOM, on aimerait avoir les 771 avec leur version exacte et potentiellement avec plus de choses. Une autre question, c'était par rapport à Dependabot et Renovate. Je pense que vous avez mentionné que parfois il y aura des alertes de faux positifs. À ma connaissance, pour Dependabot et ses outils, en fait, ils génèrent ces alertes en se basant sur des références, par exemple GitHub Advisory Database. Et ça, c'est rempli à partir des personnes. En fait, c'est rempli manuellement. Donc, j'ai des difficultés à comprendre comment ça se fait qu'il y a des faux positifs par rapport à ça. Il y a des faux positifs, parce qu'il y a des dépendances qu'on n'utilise pas. Donc, c'est pas un faux positif au sens où Dependabot a bien trouvé Emoji 3.8 dans ton package.json et a bien trouvé Emoji 3.8 CVE 2024-03. Donc, il a croisé les deux. C'est juste que toi, quand tu regardes ça, tu dis non, mais en fait, c'est bon, Emoji 3.8, je m'en sers pas. Donc, mais tu es quand même obligé de remplir un rapport. Emoji 3.8, ça fait 2 ans que tu ne l'as pas mis à jour parce qu'en fait, tu sais que tes clients downstream, ils utilisent Emoji 3.8. Toi, tu t'en sers pas, mais en fait, ça sert aux gens qui dépendent de toi. Donc, tu ne le mets pas à jour parce que les gens qui dépendent de toi, toi, tu t'en sers pas, mais tu sais qu'il existe des gens qui dépendent de toi et qui ont besoin de Emoji 3.8. Mauvaise pratique, mais c'est comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas des vrais faux positifs, mais c'est juste des faux positifs en pratique. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'a pas envie de mettre à jour, on n'a pas envie de faire ce que Dependabot nous dit. Et aujourd'hui, Dependabot, il ou elle d'ailleurs, enfin, c'est Dependabot, c'est bête et méchant. Et en fait, on aimerait bien avoir un Dependabot ou un Renovate. Par exemple, une autre raison pour laquelle on ne met pas à jour, c'est qu'on attend que les autres mettent à jour. Et quand est-ce que tu mets à jour? C'est finalement, donc Renovate, c'est exactement Dependabot. Dependabot et Renovate ont été créés exactement la même année. Les deux fondateurs se connaissent très bien. Et il y en a un qui a tout fait en Ruby dès le début pour se faire racheter par GitHub, exprès. Et l'autre, il a tout fait en JavaScript parce que vraiment, il adore NPM. Et donc, il ne s'est pas fait racheter par GitHub. Mais l'autre, qui fait Renovate, il habite à Stockholm, on le connaît très bien. Et donc, lui, il rêve de ça. Il rêve de comment pas juste avoir une PR brute et méchante, mais à jour, mais avoir une PR un peu qualitative. Mais à jour, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ou mais à jour, fais gaffe. Et aussi, pour ajouter par rapport aux infos et des faux positifs, le gros problème en ce moment, c'est que c'est rempli à partir de sources publiques, mais l'information n'est pas nécessairement précise ou exacte, surtout dans les descriptions de CVE. Ça arrive à l'occasion qu'il y ait des numéros de version qui sont vulnérables, puis qui sont indiqués dans les descriptions des CVE ne sont pas exactes. Fait que des fois, tu veux avoir une version précise parce que tu sais que celle-là n'est pas vulnérable, mais dans le advisory, pour X, Y raison, erreur de transmission d'informations qui a été rentrée, c'est indiqué que la version est vulnérable alors qu'elle ne l'est pas. Il y a aussi beaucoup de faux positifs à ce niveau-là, parce que c'est tout un processus manuel dans lequel on peut faire des erreurs. Exactement. Donc, en fait, ce n'est pas aussi non plus une fonction pleine, elle est vulnérable sur un cas particulier. Exactement. Dans ton use case, où tu as mis en place les contre-mesures et tu n'es pas impacté par la vulnérabilité. Donc, il n'y a aucune raison de mettre à jour si tu sais que tu es protégé. Donc, quand Dependabot fait la pull request, Dependabot a une bonne raison de faire la pull request, mais ce qu'on est en train de dire là, c'est que cette notion de faux positif, elle peut prendre plein de formes. Et Dependabot, vraiment, ce que ça fait, c'est que ça compare ça compare du fichier à peu près structuré, un package.json, avec du fichier pas vraiment structuré, des descriptions de CVE, et ça essaie de faire quelque chose.
et ça essaie de le faire vite automatiquement. Mais en pratique, il y a vraiment, je regarde mes collègues ici, parce que vraiment il faut faire l'analyse de code par exemple. Si le code vulnérable est inatteignable, c'est pas... Parfois, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment l'exécution de la partie vulnérable. Il y avait certains cas où l'attaque se fait au moment de l'installation du package. Ce n'est même pas nécessaire d'exécuter le code. Donc, par exemple, si vous remarquez pour NPM, il y a parfois des pre-install scripts. Parfois, la vulnérabilité, c'est à ce moment-là. Exactement. Mais Dependable ne te le dit pas. Dependable ne te dit pas, oh là là, faites très attention, celle-là, c'est super important. Donc, c'est pas, tu vois, en gros, on manque cet aspect qualitatif qui est aujourd'hui délégué aux développeurs qui doivent essayer de comprendre. Oui. Ma question va paraître probablement biaisée pour les informaticiens. Nous, en électronique, par exemple, quand on développe une carte, on connaît tous les autres sécurités qu'on a utilisés pour développer la carte. Quand il y a un bug, un problème, on sait exactement d'où provient le mauvais signal et on peut libérer ça ou le remplacer. D'après ce que j'ai compris de la présentation, c'est vrai que j'ai rien compris. Quand vous développez un logiciel, vous avez beaucoup de sous-modules que vous utilisez. Et quand il y a un problème, vous ne savez pas l'impact de ce module-là. Est-ce qu'en développant le logiciel à la base, comme on fait en électronique, d'aller faire la description de la contribution de chacun des modules pour que quand ce bug se produit, on peut automatiquement indiquer c'est tel logiciel qu'on a pris du fabricant de Xerox et être en mesure de pouvoir facilement s'en sortir. Parce qu'en électronique, on n'a pas vraiment. C'est ça. Donc, la question est niaiseuse parce que c'est pas informaticien. Exactement. Mais donc, donc, plusieurs réponses. La première, à nous, je regarde mes collègues ici, donc, tout ce que nous sommes, quand on fait de l'analyse de programme, on essaie de faire ça automatiquement. Une des difficultés qu'on a, c'est que donc l'analyse de programme, tu peux par exemple, t'écris un programme qui vient lire tout le code de ça, là, tout le code qui est là-dedans, et qui vient essayer de faire ce raisonnement sur si je change quelque chose ici, ou si je trouve un problème ici, est-ce que c'est important pour ce point-là dans mon programme? Exactement ce que tu dis. Donc pour ça, on peut faire l'analyse statique de programme, et donc il y a des programmes qui viennent lire le texte du code qui est là. Hein. Là, on a vraiment tout le code, on fait l'hypothèse qu'on a tout le code, et on essaie de comprendre quels sont les chemins possibles, quelles sont les exécutions possibles. Et aujourd'hui, il y a plein de cas où on sait le faire, et il y a plein de cas où on ne sait pas le faire. On ne sait pas prendre 1 million de lignes de code et toujours dire, s'il y a un problème ici, alors ça va avoir un impact ici. Pour plein de raisons. L'autre solution, c'est d'exécuter le programme et de regarder. Donc, à l'exécution, s'il y a un problème ici, est-ce que ce problème se propage? Et là, à nouveau, on a d'autres problèmes parce que des exécutions de programmes, il y en a une infinité possible. Et donc, quand on fait ce type d'analyse dynamique, on est un peu coincé. On va échantillonner sur les exécutions. Donc aujourd'hui, la réponse est, il y a des tas de gens qui essaient de faire ça, avec plein de techniques différentes, y compris nos collègues ici. Ça reste encore un problème aujourd'hui de déterminer si, étant donné un problème ici, ce problème est capable de se propager jusqu'à ce point-là. C'est ce que disait Jean. S'il y a une vulnérabilité ici, est-ce qu'on est capable de l'exécuter? Est-ce qu'elle est exécutable? Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que ces trucs-là, ça change tout le temps. Donc, si même on est capable de faire l'analyse une fois, en fait, il faut la refaire quasiment à chaque commit. Et donc, en fonction des analyses, il y a des analyses qui coûtent cher, et donc on ne peut pas faire tout le temps. Donc, il y a vraiment cette double dimension qui est que il y a la manière dont le code est fait, la manière dont les langages sont définis, la manière dont les environnements d'exécution sont faits aujourd'hui, on a des limites intrinsèques au type d'analyse qu'on peut faire. Et en plus, ces analyses-là, il faut les faire tout le temps, parce que tout ça, à tous les étages, ça change tout le temps.
qui ont un NPM, je disais tout à l'heure, un build reproductible, c'est un build reproductible instantané. Je fais 2 builds d'affilée et je veux que ça soit reproductible. Un build à 1 heure d'écart. Même ça, il y a quand même des compagnies qui ont commencé à faire ça, des analyses un peu de reachability pour identifier si les dépendances qui sont flaguées comme vulnérabilités sont actually utilisées en pratique, surtout quand tu as plusieurs niveaux, quand c'est des paquets qui sont quand même très, très creux. Il y en a quand même un peu, mais effectivement, tu rentres dans les problèmes de analyser le langage. Des fois, si tu ne l'as pas exécuté, c'est difficile de savoir juste en le regardant si ça peut se rendre effectivement une place ou non. Et puis, à nouveau, hein, si on revient sur le repo de tout à l'heure, ce repo-là, c'est ce qu'on a dit. Je vous ai parlé de la partie JavaScript, mais il y a toute une partie Solidity et il y a une partie en Ruby. Et il faut faire cette analyse-là à travers tous les langages. Et donc, en effet, pour nos collègues électroniciens, et des fois, ça paraît un peu bizarre. Peut-être un truc pour Christian qui est un peu différent, c'est que là, on n'est pas sur des problèmes fondamentaux de conformité logicielle. On est sur le fait que peut-être ton 3e niveau de fournisseur chinois, son résistor, il est pété. Mais toi, sur ton produit, il est bon. C'est juste qu'à un moment, tu as fait un pool d'un paquet qui dépend d'un paquet qui dépend d'un composant qui est déroulé. Mais toi, tu en fabriques des millions. Comment tu sais que cette batch de produits, elle est pétée? Donc, c'est des choses que même au niveau électronique, au niveau de l'analyse de ta chaîne de logiciels, d'approvisionnement, tu vas avoir à gérer aussi dès que tu passes les chaînes. On a ce qu'on appelle, bon, comment chez vous, donc quand on va acheter les différents composants chez différents fournisseurs, on peut essayer de faire un test de monter avec certains trucs pour savoir dans quel intervalle ça peut varier. Tu peux avoir pas de chance, et c'est pour jouer sur la qualité du produit. Oui, chose que nous, on a rarement comme probabilité dans les résultats. Ça peut arriver, c'est des attaques qui existent, mais non, mais c'est pour essayer que tu comprennes le problème qu'on essaie d'adresser ici. Non, pas du tout. C'est une bonne question. C'est très pertinent, c'est pour ça que le lien est. Je vais le rajouter en disant on n'est pas sûr. Ton circuit est mal conçu à la base parce que tu n'as pas utilisé les bons composants, c'est que quelque part dans ta fabrication à grande échelle, il y a eu un glitch. Un glitch qui est malheureux ou un glitch qui est une attaque préméditée. Et c'est plus gênant quand c'est le deuxième cas. À quel point, dans tout ce qui est système critique, ils sont peut-être plus avancés dans tout ce qui est SBOM, parce qu'ils ont des normes beaucoup plus strictes pour le logiciel qui tourne sur un avion. J'imagine qu'on ne peut pas juste faire un npm install. Donc, est-ce que tu as des idées sur ce qui existe dans ce monde-là? Donc, le... Je suis bête, mon conseil de maîtrise dans ce domaine-là. Je peux peut-être insérer. Il n'y a pas de librairie externe dans les systèmes critiques parce que ces systèmes-là sont déterministes. Il faut que tu saches chaque partie du code, il y a un time frame, puis c'est compté par le nombre d'instructions. Et chaque ligne est signée par un ingénieur. Oui, ça, j'ai tout buildé en interne. Oui, c'est ça, il n'y a rien qui sort. Ou alors tu achètes un produit, une compagnie qui a déjà... La seule affaire qui sort de ça, habituellement, ça va être le système d'exploitation qui est juste là pour comme, genre, être capable de faire passer les tâches puis de les couper au cas où que ça dépasse son laps de temps. Puis habituellement, c'est ça sont 50 millions de certifications. C'est ça. Et l'autre composant qui sort de ça, c'est GCC. Pareil, c'est GCC, version temps, etc. Ceci dit, donc ça c'est pour quand on pense système critique, on pense avion, transport. Énergie, c'est déjà pas tellement comme ça. Santé, c'est pas du tout comme ça. Santé, on n'y est pas du tout. C'est quand même un peu critique. Télécom, on n'y est pas du tout. Donc, les gros acteurs que nous on a rencontrés en Suède, donc Télécom, Ericsson et Défense, Saab, ils rebuildent sur source. Donc, ils n'ont pas un Maven local, ils ont un GitHub local. Et donc, ils buildent à partir du source. Qui évite déjà quelques problèmes. Ça pose des tas d'autres problèmes, parce qu'on a tous essayé de build from source, c'est vraiment compliqué. Et donc ça, c'est une chose qu'ils font. L'avantage de build from source, c'est qu'il y a certains problèmes que
que tu n'as pas, parce que tu ne viens pas récupérer tout ce bazar-là. Tu peux aussi couper du code. Donc vraiment, inliner du code, enlever des tas de trucs. Tu n'es pas obligé d'enlever une dépendance en bloc. Tu peux vraiment couper. Tu peux faire du code coverage très, très profond. Tu peux faire du fuzzing très profond. Voilà. Donc, l'état de l'art, c'est build from source. Et l'autre techno très avancé que certains essaient de faire, c'est bootstrapable build. Il y a des gens qui disent reproducible build, c'est bien, mais vraiment avoir ton système de build bootstrapable, que tu peux bootstrapper à partir de 200 lignes de code source que tu as lu, que tu as relu, que tu as relu, ça serait vraiment génial. Donc ça, c'est une autre stratégie sur laquelle des gens travaillent et qui sont dans un domaine critique très différent de santé, défense, com ou transport, qui est infrastructure Internet, donc le noyau Linux, Red Hat. En fait, ils mettent vraiment beaucoup d'efforts pour avoir des builds reproductibles et des builds bootstrapables. Et puis, Bitcoin et la blockchain. Parce que c'est critique, parce qu'ils ont des milliards de dollars et qu'ils n'ont pas envie de les perdre. Donc ça, c'est vraiment les deux communautés, systèmes critiques très différents des systèmes critiques tradis qu'on connaît et qui font aussi avancer les choses. Je vais prendre le tour de parole. Juste une petite question et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire à Christian. En fait, ta question est très intéressante parce qu'en génie logiciel, quand on lamente pourquoi le génie logiciel n'est pas du génie, on prend toujours une comparaison avec l'électronique. Comme on dit, ce serait ça l'idéal, c'est qu'on construise des logiciels comme on construit en électronique, même au niveau de la réutilisation. Ça me fait rire tout à l'heure, Benoît, ce qu'il a dit. Moi, je me souviens, en 93, j'ai donné un tutoriel sur la réutilisation où je parlais d'un truc qui s'appelait à l'époque NIH, Not Invented Here Syndrome, qui était soi-disant un obstacle à la réutilisation. C'est les gens ne voulaient pas réutiliser parce que Not Invented Here. Aujourd'hui, tu es mort de rire. What Invented Here, j'ai besoin de n'importe quoi. Je vais sur NPM et puis je download, je ne sais pas qui l'a fait, comment il l'a fait, donc ça n'existe plus. Mais là où l'analogie échoue avec le génie, avec la microélectronique, pour moi, ce n'est pas une question simple, parce que des fois, quand j'essaie d'expliquer le génie logiciel, je vais vers cette analogie-là, c'est que en logiciel, l'une des choses qui font que c'est difficile, c'est parce que tout est possible. En électronique, tu as un nombre discret de composants avec un nombre fini de manufacturiers. Alors qu'en programmation, parce que tout est possible, tu réinventes tout le temps. Donc en électronique, si je devais faire l'analogie de l'électronique, c'est comme si tu devais concevoir un circuit où il y a une infinité de façons de construire le circuit, il y a un nombre infini de fournisseurs, et c'est même pas toi qui le choisis, c'est un programme qui le choisit automatiquement, et tu ne sais pas comment il fonctionne. Donc, on est un peu dans cette situation-là avec NPM, ça peut se dire de moi. Mais c'est une analogie intéressante. Moi, ma question est très simple et niaiseuse. En Java, est-ce que la réflexion fait que c'est impossible de faire un SBOM? C'est une des raisons pour laquelle donc, à nouveau, tout à l'heure, il y avait cette question sur, même si le SBOM est correct, à quoi il sert? Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est un SBOM correct. Et donc, par exemple, la réflexion, ça va te permettre de charger du code à l'exécution. Mais si tu dis ton SBOM correct, c'est là, avant l'exécution. Donc là, avoir un SBOM qui contient tout avant l'exécution, la réflexion n'a pas d'incidence. Avoir un SBOM qui est correct à l'exécution, et en fait, c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, les gens qui regardent les SBOM d'à peu près, ils disent un SBOM, ce n'est pas correct en soi, c'est correct vis-à-vis d'un usage. Et aujourd'hui, il y a très peu d'usage du SBOM. Pourquoi est-ce que les gens font du SBOM? C'est parce que Joe Biden l'a demandé en 2021. Exactement. Donc,
Et donc, c'est sympa parce que du coup, il reçoit plein de S-bombs. Hein. Joe Biden les reçoit tous, les regarde. Il dit, bah ouais, mais en fait, il n'est pas correct, machin, il y a des faux positifs. Bon. Donc aujourd'hui, on en est là. Mais si les gens qui réfléchissent à utiliser les S-bombs pour faire quelque chose, donc il y a des S-bombs qui pourraient être versionnés, qui pourraient même être mis dans le gestionnaire de paquets. C'est des S-bombs typiquement au moment du build. Et puis il y a des S-bombs qui servent à l'exécution. Donc à l'exécution, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux vérifier l'intégrité de tes dépendances à l'exécution. Et en particulier des trucs à la Log4Shell. C'est du code qui est injecté à l'exécution, donc en utilisant des mécanismes dynamiques de Java. Et ça, en pratique, si on avait le SBOM à l'exécution et si on pouvait surveiller l'exécution par rapport à ce SBOM et dire oh là là, cette classe, elle est chargée, mais elle n'est pas du tout dans mon SBOM. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je sais pas cette liste, elle n'est pas dans ma liste des classes autorisées à l'exécution. Alors, on est capable de repérer ça. Mais par contre, la question, c'est comment avoir une liste qui est correcte, en particulier quand on vient utiliser ces mécanismes dynamiques. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui essaient d'avoir du Java qui est un peu moins dynamique. Et toute cette mouvance autour de Graal qui essaie de un peu contraindre les choses pour traiter ou pour limiter ce genre de problème. Et donc la réponse est oui. Tous les langages dynamiques ont ce problème de comment avoir un SBOM correct à l'exécution. On peut peut-être prendre une ou deux autres questions. OK, ouais. deux questions. Je te laisse poser la tienne et on prend une autre question. J'avais une question que j'étais curieux. Je sais que pour les supply chain attaques, une des façons dans laquelle qui est très, très populaire pour s'assurer que c'est effectivement le développeur, que c'est effectivement la bonne personne qui est soumise, c'est la signature de commit. Le seul truc, par contre, c'est que quand on regarde les attaques dans les dernières années, c'est très, très souvent un développeur d'un package tout seul qui a été capable de contaminer. C'est rarement quelqu'un qui a usurpé son identité, mais je me demandais s'il y avait des systèmes qui existaient pour la signature qui faisaient en sorte qu'il y avait une validation qui avait été faite à deux parties différentes, qui étaient autorisées au lieu de dépendre uniquement d'une signature d'une seule personne pour des commits. Donc ça existe. Il y a des gens qui font ça, et en particulier, donc, on parle de systèmes critiques, mais dans les contrats, les sous-traitants défense en Suède, c'est ce qu'on leur demande. Okay. Double signature sur tous les commits. Et SolarWind, c'était vraiment quelqu'un qui avait servi quelqu'un. Ah, oui. On ne sait pas exactement, mais a priori, ce n'était pas possible sans avoir la clé de quelqu'un de SolarWind pour aller faire le commit dans le système. Et sinon, effectivement, upstream, tu n'as pas besoin de ça. Ta question, parce que actuellement, on a des commits signés, donc ça marche. Est-ce que si les commits n'étaient pas signés, est-ce qu'on aurait des attaques par usurpation d'identité? Oui, c'est moi Linus Torvald. Donc le fait qu'il y ait déjà en place ce truc-là fait qu'il n'y a pas d'attaque sur... Parce que le maillon, il est solide. Ce n'est pas le plus fragile de la chaîne, on ne va pas l'attaquer. Non. Et puis il y en a il y a tellement de maillons très faibles tout le long, quoi. Ouais. Ils ont pris là, tu vois, tu signes tous tes commits, tu viens déposer ton paquet ici, mais en fait, là, quelque part, par exemple, avoir un hash ici et recalculer un hash ici et vérifier que c'est les deux mêmes, ça, tu vois, ça paraît raisonnable. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas fait. Donc, tu vois, il y a encore des trucs ça plus pour des raisons pas de sécurité, mais plus de est-ce que j'ai bien téléchargé le fichier, plus intégrité. C'est vraiment, est-ce que le paquet que j'ai, NPM install, est-ce que c'est bien celui que je voulais? Aujourd'hui, on n'a pas moyen de vérifier. Donc, il y a une solution. Il y a des gens qui font quelque chose qui s'appelle SIG-Store, SIG Store, SIG-Store, qui vise à faire ça. Donc, qui vise à avoir ici sur le côté des signatures de paquets. Et au moment où tu télécharges, au moment où tu NPM install, tu viens vérifier que le paquet que tu as là, c'est bien celui qui était vérifié. Et dernière question. Et on va remercier après le conférencier et dernière question. Ouais, je pose une question. Vas-y. Vas-y, Ngaï, je vois que tu te bien.
Notre invité, Dalila. Merci. Ok, merci beaucoup.